Certains entraient dans des états de transe spectaculaires, avec les yeux révulsés et le corps rigide. Dans l'ouest de l'Espagne, non loin de la frontière portugaise, la région de Badajoz, vaste et rurale, est connue pour ses campagnes silencieuses, ses routes désertes et ses villages figés dans le temps. Mais depuis les années 1980, plusieurs incidents mystérieux ont été rapportés dans cette zone, en particulier autour de la route X-100, qui relie Badajoz à Castres. Ces événements ont un point commun, une altération inexplicable du temps. L'un des cas les plus étudiés est celui de José Luis Gómez, un homme d'affaires originaire de Mérida, qui roulait de nuit en août 1989 pour rentrer chez lui après une réunion à Badajoz. Il suivait une route parfaitement connue de lui, droite, dégagée, sans circulation. Il était environ 22h30 lorsqu'il vit au loin une sorte de brouillard blanchâtre, flottant à hauteur de la route. En s'en approchant, la brume semblait presque solide, comme si elle formait un mur flou, impénétrable. Il ralentit mais, pensant à un phénomène météorologique banal, il continua à avancer. Lorsqu'il traversa le brouillard, il eut l'impression de perdre conscience pendant une fraction de seconde. Puis, comme en sursaut, il se retrouva à conduire sur une portion de route totalement différente, qu'il ne reconnut pas du tout. Le ciel lui parut plus sombre, l'environnement silencieux, presque figé. Il continua à rouler sans croiser personne, jusqu'à ce qu'il atteigne une station-service à proximité de Trujillo. Là, il découvrit quelque chose de plus troublant encore, il croyait avoir roulé environ une demi-heure, mais sa montre, et celle des employés de la station, indiquaient qu'il était 3 heures du matin. Il avait donc perdu plus de 4 heures, sans la moindre explication. Il ne se souvenait de rien entre la brume et la station-service. Aucun trou mécanique dans sa voiture, aucun dysfonctionnement. Ce n'était pas un cas isolé. Un garde civil à la retraite, interrogé dans un documentaire local en 1994, affirma qu'une nuit, alors qu'il patrouillait sur la même route, son collègue et lui virent apparaître une femme en noir au bord de la chaussée, qui semblait leur faire signe. En freinant, ils furent aveuglés par une lumière intense. Ils perdirent connaissance pendant une durée indéterminée. Lorsqu'ils reprirent leurs esprits, leur voiture était garée à l'opposé de la route, à plusieurs kilomètres de là. Leur montre s'était arrêtée. Aucun d'eux ne savait expliquer ce qui s'était passé. Leur rapport fut classé comme incident de perception non concluant. Au fil des ans, une vingtaine de témoignages similaires ont été enregistrés dans la région, toujours dans un rayon de 50 km autour de Badajoz. Les constantes sont frappantes, brouillard étrange, saut temporel, amnésie partielle, absence de témoins extérieurs, et parfois une sensation de distorsion du son et de la lumière. Certains parlent de paysages qui semblent pluvieux, pas tout à fait réels, pendant quelques minutes avant de revenir à la normale. Des scientifiques ont tenté d'expliquer ces phénomènes par des micro-sommeils au volant, des hallucinations liées à la fatigue, ou des effets d'infrason dans certaines vallées. Mais rien n'explique les changements d'heure vérifiables et les témoignages croisés de personnes ne se connaissant pas. Les ufologues, eux, évoquent la possibilité de portails dimensionnels temporaires, ou même d'expériences militaires secrètes de manipulation de l'espace-temps. Une hypothèse plus ésotérique, avancée par certains chercheurs du paranormal, est que la région contiendrait un point faible dans la structure du temps linéaire, un endroit où notre réalité pourrait se chevaucher momentanément avec une autre. Aujourd'hui, les sauts temporels de Badajoz continuent d'intriguer. Des chercheurs, espagnols et étrangers, viennent encore y installer des capteurs, des enregistreurs de champs électromagnétiques, des balises GPS. Rien n'a été formellement prouvé, mais les récits continuent, discrets mais persistants. Au cœur de l'Andalousie rurale, dans un petit village discret nommé Belmé de la Moralda, la vie suivait son cours paisible au début des années 70. Les rues en terre battue, les maisons blanches et les potagers modestes donnaient à la région un charme simple et immobile. C'est dans ce décor que vivait Maria Gómez Camara, une femme sans histoire, issue d'une famille humble, pieuse, attachée à la terre et aux traditions. Mais en août 1971, quelque chose se produisit dans sa cuisine qui allait attirer, pendant des décennies, des enquêteurs du monde entier, des journalistes,
des scientifiques et même des prêtres. Ce jour-là, alors qu'elle préparait le déjeuner, Maria remarqua une tache sombre qui se dessinait lentement sur le sol en ciment. Elle crut d'abord à une trace d'humidité ou à une usure due au temps. Mais la tache évolua. Elle commença à prendre forme, comme si une main invisible dessinait quelque chose de l'intérieur du sol. Peu à peu, apparurent les traits d'un visage humain, figé dans une expression neutre mais troublante. 2 yeux, un nez, une bouche. Le visage ne semblait pas avoir été peint, ni gravé. Il faisait littéralement partie de la matière même du sol. Maria recula, stupéfaite, et appela aussitôt son mari, Juan Pereira, ainsi que leurs voisins. Tous vinrent observer le phénomène. Certains pensèrent à un phénomène naturel, d'autres murmurèrent déjà le mot diable, ou malédiction. Le prêtre du village fut prévenu. La maison devint rapidement un lieu de curiosité pour les villageois. Le visage, silencieux, paraissait observer les gens. L'atmosphère devint lourde, comme si une présence invisible habitait les lieux. La famille, dérangée et quelque peu terrifiée, décida de faire casser la section du sol où le visage était apparu. On coula du nouveau ciment, lissé soigneusement. Tout rentra dans l'ordre, mais pas pour longtemps. Quelques jours plus tard, un autre visage apparut, puis un autre encore, et encore un autre. Cette fois, certains avaient des expressions de douleur, de souffrance ou de peur. Les visages semblaient changer avec le temps, évoluer, parfois disparaître puis revenir. Les rumeurs gagnèrent les villages voisins, puis atteignirent les journaux locaux, puis la presse nationale. La maison fut submergée de curieux, de sceptiques, d'experts autoproclamés. Des chercheurs en parapsychologie, des membres du clergé, et même des scientifiques de l'université de Madrid vinrent observer les lieux. Ils installèrent des caméras, prirent des échantillons du sol, vérifièrent la présence de pigments chimiques ou de projections. Aucune explication convaincante ne fut trouvée. Le sol ne contenait aucun colorant connu. Les images apparaissaient de manière irrégulière, parfois sous les yeux des témoins. Une enquête plus poussée révéla que le terrain sur lequel avait été construite la maison de Maria aurait autrefois servi de cimetière médiéval, voire de lieu d'exécution pendant l'Inquisition. Des ossements furent retrouvés sous les fondations, ce qui renforça l'hypothèse d'un lien avec des âmes tourmentées ou des manifestations spirituelles. Malgré cela, les autorités espagnoles restèrent prudentes. Officiellement, aucun cas paranormal ne fut reconnu. Certains médias accusèrent la famille de fraude, mais rien ne put être prouvé. Maria Gómez Camara, jusqu'à sa mort en 2004, maintint toujours que les visages étaient apparus sans aucune manipulation de sa part. Elle ne cherchait ni gloire ni argent, et la maison resta modeste malgré la notoriété. Encore aujourd'hui, les caras de Belmé fascinent. La maison est devenue un lieu de pèlerinage pour les amateurs de phénomènes paranormaux, et les visages, bien qu'atténués avec le temps, peuvent encore être vus par certains visiteurs. Ils sont devenus le symbole d'un mystère espagnol non résolu, oscillant entre croyances, science et légende. Le 11 novembre 1979, le ciel espagnol fut le théâtre d'un événement étrange, documenté de manière rigoureuse et encore inexpliqué à ce jour. Il était environ 23 heures, et un vol commercial de la compagnie TAE, un super caravelle assurant la liaison Salzbourg-Las Palmas, traversait l'espace aérien espagnol avec à son bord 109 passagers. Aux commandes se trouvait le commandant Francisco Javier Lerdo de Tejada, un pilote chevronné, respecté pour sa rigueur et son expérience. Alors que l'appareil volait paisiblement à environ 28 000 pieds au-dessus de Valence, l'équipage détecta une étrange lumière rouge qui semblait les suivre depuis une certaine distance. Ce n'était pas un avion conventionnel, ni une étoile, ni un reflet. Ce que le commandant vit ce soir-là ne ressemblait à rien de connu. La lumière changeait de direction, semblait se rapprocher et adopter un comportement intelligent, comme si elle réagissait au mouvement de l'avion. Le commandant contacta le centre de contrôle aérien de Barcelone, signalant la présence de l'objet non identifié. Mais aucun autre avion n'était signalé dans la zone. Malgré les appels répétés, aucun transpondeur, ni écho-radar classique ne confirmait la présence d'un autre appareil. La lumière rouge, cependant, continuait à suivre l'avion.
À un moment donné, elle se rapprocha dangereusement, à tel point que le commandant, estimant un risque réel pour la sécurité des passagers, prit une décision sans précédent en Espagne. Il demanda un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Manise, près de Valence. L'atterrissage se fit sans encombre, mais la panique était palpable à bord. Les passagers, tenus à l'écart des détails, avaient senti que quelque chose d'anormal se passait. Peu après l'atterrissage, des témoignages vinrent confirmer que les lumières mystérieuses étaient toujours visibles depuis le sol et semblaient maintenant planer au-dessus de la mer Méditerranée. Mais ce n'était pas fini. Quelques minutes plus tard, un chasseur de l'armée de l'air espagnole, un Mirage F-1, fut envoyé depuis la base de Los Llanos pour intercepter l'objet. Aux commandes, le capitaine Fernando Camara, lui aussi pilote expérimenté. Il réussit à repérer visuellement les lumières et tenta à plusieurs reprises de s'en approcher. Selon son témoignage, les objets accéléraient soudainement à une vitesse fulgurante, échappant à toute poursuite. Son radar ne captait rien de constant. Il décrivit une accélération impossible pour un appareil connu. À un moment, le tableau de bord de son avion montra des interférences. Puis les lumières disparurent aussi vite qu'elles étaient apparues. L'affaire fut classée comme phénomène aérien non identifié, et un rapport officiel fut rédigé. Il fut longtemps gardé secret avant d'être déclassifié en 1994. Ce document confirmait la véracité des faits, mentionnait les noms des pilotes, les données du vol, et les communications entre l'avion civil et la tour de contrôle. Aucun indice de fraude ou de mauvaise interprétation n'a pu être établi. Le commandant Lerdo de Tejada maintint toute sa vie la réalité de ce qu'il avait vu. Cet événement demeure le premier cas documenté en Espagne où un avion commercial a dû atterrir à cause d'un objet volant non identifié. Encore aujourd'hui, les passionnés d'ufologie le considèrent comme l'un des cas les plus sérieux d'Europe. Dans la région aride et écrasée de soleil de Murcie, existe un village fantôme dont le nom seul suffit à glacer certains Espagnols, la Noria. Ce petit hameau abandonné, perdu entre des collines pelées et des chemins de poussière, est surtout connu pour son cimetière, situé à l'écart, en bordure d'un sentier de terre. Les rares visiteurs qui s'y sont rendus racontent une atmosphère lourde, presque oppressante, comme si le lieu lui-même n'acceptait pas qu'on vienne troubler son silence. Le village fut abandonné brutalement dans la première moitié du XXe siècle. Les causes exactes restent floues. Certains parlent de sécheresse répétée, d'autres de maladies, voire de meurtres rituels ou de pestes silencieuses qu'on aurait voulu oublier. Ce que l'on sait, c'est que les habitants ont quitté leur maison du jour au lendemain, laissant derrière eux des meubles, des habits, des outils, comme si un mal invisible les avait forcés à fuir sans se retourner. Mais c'est autour du petit cimetière de pierre, protégé par un muret effondré, que le mystère est le plus dense. Ceux qui osent s'y aventurer racontent des phénomènes troublants, des bruits de pas sur le gravier, des voix chuchotées dans le vent, des ombres qui semblent les suivre à la lisière du champ de vision, et surtout, une sensation physique d'être observé, voire repoussé. Certains disent avoir entendu des pleurs d'enfants, alors qu'il n'y a plus âmes qui vivent à des kilomètres à la ronde. Des enquêteurs en paranormal, notamment plusieurs groupes espagnols spécialisés dans les lieux hantés, ont installé des enregistreurs et caméras thermiques dans le cimetière. Dans plusieurs cas, des sons incompréhensibles ont été captés, et certains instruments ont signalé des variations de température soudaines, comme si une présence invisible passait à proximité. Des histoires circulent aussi à propos d'un pacte satanique qu'aurait conclu un ancien habitant du village. On raconte qu'un homme solitaire, un berger ou un herboriste selon les versions, aurait tenté de ramener un proche d'entre les morts à travers des rituels sombres. Peu après, les bêtes du village auraient commencé à mourir sans blessure apparente, les enfants à faire des cauchemars récurrents, et les cloches de l'église à sonner seules, au milieu de la nuit. Personne ne sut jamais s'il s'agissait d'un conte pour effrayer, ou d'un souvenir déformé par la peur. Aujourd'hui, la Noria reste difficile d'accès. Il n'y a plus de routes goudronnées, seulement des pistes oubliées. Le silence y est profond, presque hostile. Ceux qui y vont par curiosité parlent d'un lieu mort, dans tous les sens du terme. Le cimetière, quant à lui, semble toujours habité, mais pas par des vivants. Quelques tombes sont à peine visibles, rongées par le temps.
Il n'y a pas de croix nette, pas de nom lisible. Juste des monticules de terre sèche et un vent qui murmure sans fin. Beaucoup de Murciens évitent d'en parler. La Noria fait partie de ces endroits que l'on préfère laisser aux ombres, comme si même les mots pouvaient réveiller ceux qui dorment là-bas. Par une nuit tranquille de janvier 1994, plusieurs habitants de la province de Diz, dans le sud de l'Espagne, furent témoins d'un phénomène céleste aussi fascinant qu'inquiétant. Ce soir-là, le ciel était clair, sans vent, et la mer restait calme le long du littoral andalou. Il était un peu plus de 23 heures lorsqu'un énorme éclair de lumière déchira soudainement le ciel, suivi par l'apparition de plusieurs sphères lumineuses incandescentes qui semblaient se déplacer sans trajectoire logique, défiant les lois de la physique. Ces boules de feu n'étaient pas de simples météores. Elles se déplaçaient horizontalement, ralentissaient, changeaient brusquement de direction, et parfois semblaient même s'arrêter en plein vol. De nombreux témoins les décrivirent comme des orbes d'un blanc bleuté, entourés d'une légère brume, silencieuse, mais irradiant une lumière si intense qu'elle projetait des ombres sur les maisons et les plages. À Puerto Real, une femme affirma que la lumière avait inondé son salon par la fenêtre, et que, au moment où elle s'en approcha, tous les appareils électriques de sa maison s'étaient éteints brutalement, avant de se rallumer sans explication. À San Fernando, un groupe de pêcheurs dit avoir vu les sphères planer à quelques dizaines de mètres au-dessus de l'eau, immobiles, comme si elles observaient la côte. L'un d'eux raconta avoir ressenti un battement sourd dans sa poitrine, comme une vibration interne, juste avant que les orbes ne disparaissent à toute vitesse vers le large. Le phénomène ne fut pas isolé à une seule ville. Les services de la Guardia Civile reçurent des dizaines d'appels cette nuit-là, tous signalant les mêmes boules lumineuses, souvent avec des descriptions similaires. Le phénomène dura environ 40 minutes, selon les horloges croisées de plusieurs témoins. À un moment, une sphère aurait été suivie depuis Chiclana jusqu'à Diz par des automobilistes stupéfaits, qui témoignèrent ensuite de pertes de signal radio et de dysfonctionnements dans les phares de leurs véhicules. Dans les jours qui suivirent, l'armée de l'air espagnole fut sollicitée pour expliquer ce qui s'était passé. Officiellement, aucune activité militaire ou aérienne n'était prévue dans cette zone à cette heure. On parla brièvement de météores, mais les trajectoires erratiques et les mouvements contrôlés rapportés contredisaient totalement cette explication. Aucun enregistrement radar n'a pu confirmer la présence d'appareils conventionnels, mais les témoins, eux, étaient catégoriques, ce qu'ils avaient vu n'avait rien de naturel. Des ufologues espagnols se sont intéressés de près au cas de Diz. Certains avancèrent l'idée que la proximité de la mer et de certaines installations militaires secrètes pouvait attirer des phénomènes inexpliqués. D'autres y virent un possible lien avec des expériences atmosphériques confidentielles. Mais aucune preuve concrète n'a jamais été révélée. Depuis cette fameuse nuit de janvier 1994, les bolas de fuego de Diz restent un mystère. Le phénomène ne s'est jamais reproduit avec la même intensité, mais encore aujourd'hui, des pêcheurs et des habitants affirment parfois voir de la lumière danser au-dessus de la mer, dans des zones où il n'y a pourtant ni bateau, ni avion, ni étoile assez proche pour l'expliquer. Tout commence dans un appartement modeste du quartier ouvrier de Valca, au sud de Madrid, au début des années 1990. La famille Gutiérrez Lazaro vivait là depuis plusieurs années sans encombre, la mère, Concepción, veuve, et ses enfants, dont l'aînée, Estefania, une adolescente de 16 ans. C'était une jeune fille discrète, intelligente, curieuse, mais aussi sensible et fragile. Elle s'intéressait au mysticisme et à l'invisible, comme beaucoup d'adolescents en quête de sens. Un jour, Estefania et deux amis décidèrent, en cachette, de tenter une séance de spiritisme dans les toilettes de leur lycée. Elles utilisèrent une planche de Ouija artisanale, faite avec une feuille de papier, des lettres et un verre retourné. Elles voulaient, selon la rumeur, entrer en contact avec le petit ami décédé d'une de leurs camarades. Mais la séance ne se passa pas comme prévu. Une enseignante les surprit et interrompit brutalement la séance. Selon les filles, au moment exact de cette interruption, le verre explosa et une fumée étrange s'en échappa. Estefania aurait alors inhalé cette fumée, et ce fut le début de sa descente dans l'horreur. Dans les semaines qui suivirent, Estefania changea radicalement.
Elle était constamment fatiguée, semblait entendre des voix, disait voir des ombres qui l'observaient la nuit. Ses crises s'aggravèrent, jusqu'à devenir violentes. Elle entrait parfois en état de transe, se convulsait, hurlait, les yeux révulsés. Les médecins ne trouvaient aucune explication neurologique ou psychiatrique claire. Plusieurs hôpitaux l'examinèrent, mais personne ne sut poser un diagnostic précis. Puis, sans avertissement, Estefania mourut en août 1991 à l'hôpital Gregorio Marañón de Madrid. Les causes exactes de son décès restent indéterminées à ce jour. Le rapport médical mentionne simplement une insuffisance respiratoire soudaine, sans cause apparente. La famille fut anéantie, mais ce n'était que le début. Peu de temps après la mort de la jeune fille, des phénomènes étranges commencèrent à se manifester dans l'appartement familial. Des portes s'ouvraient et se refermaient seules. Des croix se décrochaient des murs. Des rires, des coups et des murmures étaient entendus la nuit. Un jour, la mère déclara avoir vu une ombre noire traverser le couloir et entrer dans la chambre de ses enfants. Les cadets furent aussi témoins d'objets qui volaient à travers la pièce sans raison. Le point culminant se produisit en novembre 1992, quand la famille, terrifiée, appela la police. Ce n'était plus une affaire de foi ou d'imagination. Des agents du poste de Valka se rendirent sur place. Ce qu'ils notèrent dans leur rapport officiel reste unique dans les archives policières espagnoles. L'inspecteur José Pedro Negri et ses collègues déclarèrent avoir vu de leurs propres yeux une armoire s'ouvrir violemment, une table vibrer, et même une croix se tourner d'elle-même à l'envers sur le mur du salon. L'atmosphère de l'appartement, selon eux, était gelée, presque impossible à respirer. Le rapport, rédigé avec soin, témoigne d'un profond malaise ressenti par des professionnels du maintien de l'ordre, peu enclins à croire au surnaturel. La famille finit par quitter le logement. Certains médiums qui visitèrent le lieu parlèrent de présences non humaines, de souffrances piégées, d'âmes en détresse. Le phénomène, selon eux, était lié à la mort tragique d'Estefania, mais aussi à quelque chose de plus ancien, plus obscur. Aujourd'hui encore, le dossier du poltergeist de Valka est étudié dans les milieux ésotériques et universitaires comme un cas d'activité paranormale unique en Espagne. L'affaire continue de diviser, certains parlent de psychose collective, d'autres d'une accumulation de phénomènes explicables. Mais le témoignage des policiers reste un élément troublant que personne n'a pu discréditer. Le 22 juillet 1975, dans le petit hameau agricole de Parada, dans la province de Séville, la chaleur andalouse écrasait les champs d'oliviers. Tout semblait paisible dans la ferme Los Galindos, vaste propriété rurale comme il en existe tant dans le sud de l'Espagne. Pourtant, ce jour-là, un massacre inexplicable allait se produire, choquant toute la région et donnant naissance à l'une des affaires criminelles les plus obscures de l'histoire espagnole. Tout commença vers 13 heures. Un ouvrier agricole, venu livrer du matériel, découvrit dans l'une des granges le cadavre ensanglanté de Ramón Parra, le mécanicien de la ferme. Il avait été violemment frappé à la tête, probablement avec une pièce métallique. La scène était macabre, le sol couvert de sang, le corps dissimulé à moitié sous un tracteur. Le travailleur, horrifié, courut chercher de l'aide. La garde civile arriva rapidement sur les lieux. En fouillant la ferme, ils firent d'autres découvertes terrifiantes. 2 autres corps furent retrouvés dans une pièce attenante, Juan Pedro Sancerado, le contremaître, et Antonio Delgado, le chauffeur. Tous 2 avaient été tués avec une extrême violence, sans signe de lutte ni d'effraction. Puis, quelques heures plus tard, les corps de 2 autres personnes furent découverts, Pilar Cuevas, l'épouse du contremaître, et José González, un autre ouvrier. Pilar avait été tué à l'arrière de la maison, puis traîné dans une remise, tandis que José semblait avoir été abattu dans une fuite désespérée. 5 morts, en quelques heures, sur une propriété isolée, sans aucun témoin, sans aucune alerte donnée à temps. Les enquêteurs furent déconcertés. Rien n'avait été volé. Il n'y avait aucun mobile apparent, pas de conflit connu, pas d'argent disparu, pas de traces d'étrangers sur les lieux. Les meurtriers avaient agi rapidement, méthodiquement, et étaient repartis sans laisser de traces évidentes. Des rumeurs commencèrent à circuler dans la région.
Certains soupçonnaient des règlements de compte entre familles rurales, d'autres parlaient d'un secret caché au sein de la ferme, peut-être un trafic, un conflit de propriété, ou même une affaire d'honneur. Mais rien n'a jamais été prouvé. Plusieurs personnes furent interrogées, mais aucune arrestation solide ne fut faite. L'enquête officielle fut maladroite. Les corps furent déplacés avant que les scènes de crime soient correctement photographiées. Les prélèvements furent mal conservés. Certaines déclarations contradictoires furent ignorées. À mesure que les jours passaient, le mystère s'épaississait. Une théorie avance que le propriétaire de la ferme, absent ce jour-là, aurait pu être la cible d'un message sanglant. D'autres pensent qu'un meurtre passionnel aurait dégénéré. Mais les familles, les voisins, et même les forces de l'ordre sont restés divisés. L'affaire fut finalement classée sans condamnation, et à ce jour, personne n'a jamais été jugé ni reconnu coupable. Le mystère reste entier. Depuis, la ferme de Los Galindo est devenue un lieu hanté par la mémoire du sang versé. Certains disent qu'en s'approchant des granges par une nuit d'été, on peut encore entendre des cris étouffés, le fracas sourd d'un outil tombant, ou même des gémissements dans la poussière. D'autres affirment que la terre elle-même semble refuser d'oublier. Depuis des siècles, les habitants des îles Canaries parlent d'une terre mystérieuse qui apparaîtrait au large, entre les îles de La Palma, El Hierro et La Gomera. Cette île, appelée Samborondón, ne figure sur aucune carte moderne et pourtant, des témoignages affirmant l'avoir aperçue ponctuellement traversent les siècles. Elle est surnommée l'île fantôme ou l'île errante, car elle semble surgir puis disparaître sans explication, comme un mirage vivant. Mais ce qui transforme cette légende en mystère technologique contemporain, c'est qu'au début des années 1990, des radioamateurs canariens commencèrent à capter sur certaines fréquences des signaux étranges et non identifiés, localisés dans une zone précisément située au large de La Palma, exactement là où, selon la tradition, se manifesterait Samborondón. Ces signaux, captés notamment sur des bandes courtes, n'étaient ni des émissions de radio commerciales ni des transmissions militaires connues. Ils consistaient en bips réguliers, oscillations pulsées, bruits semblables à du morse, mais ne correspondant à aucun code identifiable. Certains signaux duraient quelques secondes, d'autres plus d'une heure. Parfois, ils revenaient à intervalles fixes, comme s'ils répondaient à une routine autonome. Des passionnés d'ondes, intriguants par ces sons, établirent une carte des émissions en croisant les données de plusieurs antennes. À leur grande surprise, le point d'origine semblait fixe, dans une zone où aucune île n'est censée exister. C'était en pleine mer, sur une étendue d'eau vide, et pourtant les signaux y étaient les plus puissants. Des experts en radiocommunication tentèrent d'expliquer le phénomène par des interférences atmosphériques, des rebonds d'ondes ionosphériques, ou encore des émissions pirates. Mais aucune explication n'était totalement satisfaisante. Les signaux semblaient venir du sol, comme s'ils émanaient d'un objet terrestre, ou d'une masse fixe immergée ou émergente. C'est là que la légende ressurgit. Des chercheurs locaux commencèrent à se demander si ces émissions n'étaient pas liées à Samborondón elle-même. Certains théorisèrent que l'île pouvait apparaître brièvement dans notre réalité, et que ces manifestations physiques, ou même technologiques, laissaient des traces mesurables dans l'espace électromagnétique. Un autre événement troublant eut lieu en 1996, lorsqu'un petit bateau de pêcheurs de Tazacorte, sur l'île de La Palma, affirma avoir vu une île sombre, couverte de brume, se dresser à l'horizon à un endroit où aucune terre ne devrait exister. En approchant, leur compas aurait cessé de fonctionner et leur radio aurait capté un bruit sourd semblable à une respiration mécanique. En l'espace de quelques minutes, la silhouette se serait dissipée. Le compas reprit sa direction normale et la mer retrouva son calme. Les sceptiques y voient une combinaison de mirages, de phénomènes naturels et de légendes entretenues par la tradition orale. Pourtant, les signaux radio restent un mystère non résolu. Des enregistrements existent, analysés par des techniciens qui admettent ne pas pouvoir tracer une origine humaine claire. Le phénomène continue d'intriguer les radioamateurs du monde entier. En mars 1934, dans le centre historique de Saragossa, une série d'incidents mystérieux secoua un immeuble situé au numéro 3 de la cale Gascon de Gotor. Ce bâtiment résidentiel, tout à fait ordinaire en apparence,
allait devenir en quelques jours le centre d'un phénomène inexplicable, encore évoqué avec fascination dans les archives locales et par les passionnés de l'étrange. Tout commença de manière discrète. Une locataire du premier étage sentit une forte odeur de brûlé, puis remarqua que des petites flammes s'étaient déclarées sans raison apparente sur les rideaux de sa chambre. On pensa d'abord à un court-circuit ou à une négligence. Mais le lendemain, un phénomène similaire se produisit, dans une autre pièce, cette fois sur un fauteuil, et en l'absence de toute source de chaleur. Les jours suivants, les départs de feu se multiplièrent. Des torchons s'enflammaient dans la cuisine sans être près du gaz. Des papiers posés sur une table prenaient feu sans allumettes ni cigarettes. Les locataires commencèrent à paniquer. Certains quittèrent l'immeuble, d'autres exigèrent que l'on coupe complètement l'électricité et le gaz. Mais les flammes continuaient d'apparaître, parfois devant témoins. Les pompiers de Saragossa furent appelés à plusieurs reprises. Ils intervinrent d'abord avec scepticisme, mais finirent par constater de leurs propres yeux des départs de feu surgissant dans des zones froides, parfois même sur des vêtements humides. Les flammes semblaient naître du tissu lui-même, comme si une force invisible les allumait de l'intérieur. Les autorités municipales prirent l'affaire au sérieux. Des ingénieurs, des électriciens, et même des membres de la Guardia Civile inspectèrent les lieux. Ils ne trouvèrent aucune fuite de gaz, aucun produit inflammable, aucun système électrique défectueux. Les murs furent ouverts, les canalisations vérifiées. Tout semblait en ordre. La presse s'empara du mystère. Les journaux titrèrent « El edificio maldito, la casa que arde sin fuego ». Certains articles évoquaient déjà la possibilité de phénomènes surnaturels, voire de combustion spontanée, un phénomène rare, presque mythique, souvent évoqué dans les récits de poltergeist ou d'influence psychique. Plus troublant encore, on commença à observer que les incendies se concentraient autour d'un seul appartement, celui d'une vieille femme nommée Sonora Carmen, veuve depuis plusieurs années, et connue dans le voisinage pour ses habitudes étranges. Certains voisins, influencés par les rumeurs, commencèrent à l'accuser de sorcellerie, de mal de Hojo, mauvais œil, ou de provoquer les incendies par la pensée. Elle nia toute implication et affirma être elle-même terrifiée par les événements. Puis, aussi soudainement qu'ils étaient apparus, les incendies cessèrent. Après plusieurs semaines d'agitation, de peur, de soupçons et d'interventions techniques, plus aucune flamme ne se manifesta dans l'immeuble. Aucune explication n'avait été trouvée. L'immeuble fut rouvert, les locataires revinrent peu à peu. Mais l'affaire resta gravée dans la mémoire collective de la ville. Des décennies plus tard, certains chercheurs passionnés de phénomènes paranormaux enquêtèrent sur l'affaire. Ils retrouvèrent les anciens rapports des pompiers et les coupures de journaux de l'époque. Aucun d'eux ne put conclure à une supercherie. Et pourtant, il n'y eut jamais d'indice concret d'une origine naturelle ou humaine. Aujourd'hui, l'immeuble existe toujours, rénové et banalisé. Rien n'y laisse deviner qu'en 1934, ces murs furent le théâtre d'un mystère enflammé. Mais pour les plus anciens habitants de Saragossa, le souvenir de la maison qui brûlait sans feu reste un avertissement silencieux. Parfois, le feu peut venir de l'invisible. Au cœur de l'Andalousie, entre les montagnes et les champs d'oliviers, se trouve le paisible village de Canet la Real, dans la province de Malaga. Connu pour ses paysages pittoresques, ses ruines mauresques et son ambiance tranquille, le village abrite aussi une demeure ancienne, aujourd'hui abandonnée, mais qui fut pendant des années le centre de récits inquiétants. Les habitants la surnomment tout simplement la Casa Maldita, la maison maudite. Tout commença au début des années 1980, lorsqu'une famille modeste, les Martinez, vint s'installer dans cette bâtisse de 2 étages, à l'écart du centre du village. La maison, vendue à très bas prix, semblait en bon état, bien que légèrement délabrée par le temps. Elle avait appartenu à un vieil homme solitaire, mort sans héritier, dont les affaires personnelles n'avaient jamais été entièrement vidées. C'est ce détail qui, selon certains, aurait ouvert la porte au trouble. Dès les premières semaines, la famille ressentit des choses étranges. Des courants d'air glaciaux dans des pièces closes, des bruits de pas dans le grenier, alors qu'il était vide. Mais ils ne s'inquiétèrent pas tout de suite, pensant que la maison était simplement vieille, mal isolée.
jusqu'à ce que les phénomènes deviennent de plus en plus troublants. Un soir, alors que le père de famille lisait dans le salon, toutes les lumières s'éteignirent en même temps, suivies d'un bruit de chuchotement sourd, comme si des dizaines de voix parlaient en même temps, sans qu'aucun mot ne soit compréhensible. Les enfants commencèrent à se réveiller chaque nuit, hurlant qu'ils voyaient des ombres dans leur chambre, des silhouettes noires qui restaient immobiles au pied de leur lit. Plus les semaines passaient, plus les événements prenaient de l'intensité. Un matin, la mère retrouva tous les tiroirs de la cuisine ouverts, les couverts dispersés sur le sol, et une croix qu'elle gardait accrochée au mur retourné à l'envers. Le chien de la famille, auparavant docile, refusait désormais d'entrer dans la maison, grognant en direction de la cage d'escalier sans raison apparente. La famille fit venir un prêtre du village. Celui-ci procéda à une bénédiction des lieux, récitant des prières dans chaque pièce. Il déclara que l'ambiance de la maison était troublée mais ne voulut pas en dire davantage. Pendant quelques jours, tout sembla se calmer. Puis, au cœur de la nuit, les hurlements des enfants reprirent, cette fois accompagnés de griffures apparentes sur les murs et même sur les bras du plus jeune fils, âgé de 6 ans. Les événements culminèrent un soir d'automne lorsque la fille aînée, seule dans sa chambre, affirma avoir vu un homme sans visage apparaître devant son miroir. Elle resta en état de choc pendant plusieurs heures, incapable de parler, les yeux fixés dans le vide. À ce moment-là, la famille comprit qu'ils ne pouvaient plus rester. Ils quittèrent la maison précipitamment, abandonnant la majorité de leurs affaires. Le bien resta vide pendant plusieurs années, puis fut racheté par un couple de retraités, qui le revendit moins d'un mois plus tard, sans jamais en expliquer les raisons. Plusieurs tentatives de rénovation échouèrent. Les ouvriers refusaient d'y travailler la nuit. Certains déclaraient avoir entendu des voix venant des murs, d'autres sentaient des mains froides les toucher sans personne autour. Aujourd'hui, la maison est murée, ses fenêtres bloquées par des planches, et son toit en partie effondré. Les habitants du village évitent le sujet. Les enfants la désignent du doigt en chuchotant, et les anciens baissent les yeux lorsqu'on en parle. Selon une rumeur persistante, l'ancien propriétaire solitaire y aurait pratiqué des rituels, ou gardé un secret familial honteux, lié à un décès inexpliqué dans les années 1930. Officiellement, rien n'a jamais été prouvé. Aucune preuve concrète n'atteste d'un phénomène surnaturel. Mais les nombreux témoignages, cohérents sur plusieurs générations, et l'étrange malédiction immobilière qui semble frapper la maison, alimentent encore aujourd'hui la légende de la maison hantée de Canet-la-Réal. Dans les vallées paisibles et les collines boisées de la Rioja, au nord de l'Espagne, connues surtout pour leurs vignobles, un événement étrange survint à la fin des années 1980. Ce territoire rural, tranquille et peu propice aux légendes modernes, allait devenir le centre d'un phénomène qui interroge encore les spécialistes du paranormal et les curieux du monde entier, l'apparition d'empreintes gigantesques. C'est un matin d'hiver particulièrement froid, en janvier 1987, que tout commença. Un éleveur de la commune de Anguiano, alors en train de rassembler ses brebis, remarqua une série de traces inhabituelles dans la neige fraîchement tombée la nuit précédente. Ce qui le frappa d'emblée, c'était la taille des empreintes. Elles mesuraient environ 40 cm de long, avec 5 orteils bien définis, profondément enfoncés dans la neige, comme si une créature d'un poids immense les avait laissés. Plus étrange encore, les traces traversaient les collines, passaient par-dessus des clôtures, et longeaient des zones escarpées, sans jamais perdre en régularité. Aucune trace de retour. Aucune trace de déplacement latéral. La créature ou quoi qu'il s'agisse semblait marcher en ligne droite, sur plusieurs kilomètres, sans s'arrêter. Le fermier alerta les voisins, puis les autorités locales. Bientôt, des journalistes et des curieux se rendirent sur place. Les empreintes étaient bien réelles. Photographiées, mesurées, elles faisaient la une de plusieurs journaux régionaux. Les experts consultés rejetèrent d'abord l'hypothèse d'un canular. Il n'y avait pas de marque de pas humain autour des traces, ni de signe d'une fabrication mécanique. De plus, la nuit précédente, personne n'avait vu ou entendu quoi que ce soit, malgré la clarté lunaire et le silence de la campagne. Une théorie évoqua un ours, mais la forme du pied n'était pas compatible, les empreintes étaient humanoïdes, très larges, et trop régulières.
D'autres parlèrent d'un homme géant, ou d'un plaisantin avec des raquettes sculptées. Mais là encore, aucun outil n'aurait pu créer des impressions aussi profondes, dans une neige aussi dense, sans que l'on voie les marques d'un porteur. Les jours suivants, d'autres séries d'empreintes furent signalées dans des villages voisins comme Nieva de Camero et Ortigosa, parfois sur des terrains rocailleux, parfois sur de la terre gelée. Toujours, les traces apparaissaient soudainement, puis s'interrompaient sans cause visible, comme si la créature avait disparu dans les airs. Face à l'absence d'explication logique, certains habitants commencèrent à évoquer des entités non humaines. Le mot extraterrestre circula discrètement. Quelques anciens parlèrent d'un gentil gigante de las Montana, une légende ancienne racontant qu'une créature géante veillait sur les forêts, invisible à l'œil humain mais parfois perceptible par ses traces. L'affaire s'éteignit peu à peu avec la fonte des neiges. Mais des chercheurs continuèrent à enquêter pendant plusieurs années. Un article universitaire fut même publié, abordant la possibilité de phénomènes cryptozoologiques dans la région. Les photos d'époque sont toujours conservées dans les archives locales de Logroño et font régulièrement l'objet de discussions sur les forums spécialisés. Dans le cœur de la Catalogne, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Barcelone, s'élève la montagne de Montserrat, un massif rocheux à l'aspect surnaturel. Avec ses pics arrondis, ses falaises abruptes et ses sentiers sinueux, Montserrat a longtemps été considéré comme un lieu sacré. On y trouve une abbaye bénédictine millénaire, la statue vénérée de la Vierge Noire, la Moreneta, et une atmosphère mystique que même les plus sceptiques ne peuvent nier. Mais depuis plusieurs décennies, la montagne est aussi devenue célèbre pour un tout autre type de phénomène, des apparitions récurrentes d'objets volants non identifiés. Le site est désormais connu des ufologues comme l'un des endroits les plus actifs d'Espagne en matière d'ovnis. Et contrairement à d'autres cas isolés, les témoignages à Montserrat sont réguliers, nombreux, et souvent collectifs. L'intérêt public pour ces phénomènes remonte aux années 70, mais les récits datent de bien avant. Certains moines, dans leurs journaux privés, rapportaient déjà des lumières dans le ciel ou des visiteurs aériens étranges dès le XIXe siècle. Mais c'est à partir de 1977 qu'un groupe d'observateurs, mené par Luis José Grifol, un professeur catalan passionné d'ufologie, décida de se réunir chaque 11 du mois au pied de la montagne, dans un lieu appelé El Bruc, pour tenter de capter ou observer des manifestations anormales dans le ciel. À la surprise générale, les apparitions commencèrent à se produire à chaque réunion ou presque. Des lumières blanches ou dorées, en forme de sphère, apparaissaient au-dessus des pics. Parfois immobiles, parfois se déplaçant à grande vitesse avant de s'éteindre soudainement. Des témoins, parfois des dizaines en même temps, affirmaient voir les mêmes choses, sans que les appareils photo ou caméras puissent toujours les enregistrer. On parle de lumières intelligentes, qui semblent réagir aux pensées ou aux prières des participants. L'un des cas les plus troublants eut lieu en 1985, lorsqu'un groupe de randonneurs observa durant près de 40 minutes 3 objets triangulaires planer silencieusement au-dessus des falaises avant de disparaître dans une montée verticale à une vitesse impossible pour un appareil connu. Des photos furent prises, mais floues et peu concluantes. Ce soir-là, plusieurs témoins affirment avoir ressenti une chaleur douce dans l'air et une sorte de pression sur les tempes, comme un changement subtil dans l'environnement. Des scientifiques ont tenté d'expliquer ces apparitions par des phénomènes atmosphériques, comme la réfraction de la lumière sur les rochers, les gaz du sous-sol, ou encore des drones militaires. Mais aucun de ces phénomènes ne justifie la régularité, la durée des apparitions, ni leur comportement apparemment intelligent. Montserrat est également lié à de nombreuses légendes spirituelles. Certains croient que la montagne cache un portail interdimensionnel, d'autres qu'elle est un lieu de contact entre les humains et des entités supérieures. Le fait que les apparitions se produisent souvent lors de méditations collectives renforce ces interprétations. Il y a même des témoignages de communication télépathique, notamment avec des êtres de lumière qui transmettraient des messages de paix et d'évolution. Aujourd'hui encore, chaque mois, des groupes d'observateurs se rendent à Montserrat, certains armés de caméras infrarouges, d'autres simplement de patience et de foi. Des personnalités médiatiques, des journalistes, et même des officiers à la retraite sont venus témoigner publiquement de ce qu'ils ont vu là-haut.
Le 25 juin 1986, sur une autoroute au sud de l'Espagne, un camion-citerne rouge circulait en direction d'Algeciras. Il transportait de l'acide sulfurique, et à son bord se trouvait un chauffeur professionnel nommé Andrés Martínez et son fils de 10 ans, Juan Pedro Martínez Gómez, un garçon discret, calme, passionné par les camions. Son père avait décidé de l'emmener avec lui pour un long trajet à travers le pays, de leur région natale de Murcie jusqu'à Cadix. C'était une façon pour eux de passer du temps ensemble avant les vacances. Vers 6h45 du matin, sur la N634, près de Somosierra, dans la province de Madrid, le camion entama une descente dangereuse en montagne. Soudainement, il accéléra de manière inexplicable, atteignant des vitesses excessives pour une portion aussi sinueuse. En moins de 2 minutes, il percuta violemment un autre véhicule, fit une embardée, puis se renversa. Le contenu acide se répandit sur la route. Les 2 adultes à bord furent retrouvés morts sur place, brûlés, tués dans le choc. Mais Juan Pedro, lui, avait disparu. Les secours arrivèrent rapidement. Le camion avait été détruit par la violence de l'impact, mais aucune trace du garçon ne fut retrouvée. Pas de corps, pas de sang, pas d'indice de blessure. La cabine, bien qu'écrasée, avait encore des zones accessibles, et selon les premiers rapports, il n'y avait pas de preuve qu'un 3e passager ait été projeté ou retrouvé dans les débris. Juan Pedro semblait s'être littéralement évaporé. La Guardia Civile lança immédiatement des recherches. Des hélicoptères, des chiens pisteurs, des plongeurs, pour vérifier les rivières voisines, rien ne donna le moindre résultat. Les parents du garçon n'avaient pas d'ennemis, aucun contentieux, aucun lien avec des affaires suspectes. Le petit Juan Pedro n'avait aucun antécédent de fugue ou de problème psychologique. Il était simplement un enfant de 10 ans parti en voyage avec son père. Mais alors, que s'est-il passé? Les enquêteurs commencèrent à interroger les témoins ayant vu l'accident. Plusieurs affirmèrent qu'un peu après le choc, un couple étrange, à bord d'une voiture de luxe blanche, se serait arrêté sur les lieux. L'homme et la femme étrangers, selon les descriptions, seraient descendus très rapidement, auraient parlé brièvement avec un pompier, puis seraient repartis à toute allure sans laisser de nom ni d'explication. Certains pensent qu'ils ont pu emporter le garçon, vivant ou blessé. Mais leur identité n'a jamais été établie. Un autre détail étrange apparaît dans les données du tachygraphe, la boîte noire du camion. Juste avant l'accident, le camion s'était arrêté à plusieurs reprises de manière irrégulière, entre Burgos et Somosierra. Des arrêts non prévus, dont un dans une station-service isolée. Les enquêteurs envisagèrent alors que le père aurait pu être forcé de s'arrêter, ou aurait accepté de transporter quelque chose ou quelqu'un à son insu. Certains théoriciens du complot avancèrent que le camion transportait plus que de l'acide. Peut-être de la drogue dissimulée dans les parois de la citerne, ou même une personne cachée. L'idée serait que Juan Pedro aurait vu ou entendu quelque chose qu'il n'aurait pas dû, et qu'il aurait été éliminé ou enlevé pour faire taire tout témoin. Mais encore une fois, aucune preuve n'a jamais confirmé cette hypothèse. Le mystère s'épaissit encore lorsque, quelques semaines plus tard, un couple de touristes allemands raconta avoir vu un enfant semblable à Juan Pedro dans une station-service du sud de l'Espagne, en pleurs, accompagné de 2 adultes silencieux. La description concordait, mais lorsqu'ils revinrent sur place avec la police, il n'y avait plus trace de l'enfant ni du véhicule. Les années passèrent, mais le cas resta ouvert. Aucune demande de rançon. Aucun corps. Aucune preuve que l'enfant ait été tué, ni qu'il ait survécu. C'est comme si le temps avait effacé son existence à partir du moment précis où l'accident s'était produit. Aujourd'hui, presque 40 ans plus tard, le mystère de Juan Pedro Martínez Gómez est toujours étudié comme l'un des cas les plus énigmatiques d'Espagne. Il est cité dans les cours de criminologie, analysé dans les podcasts, les livres et les documentaires. Mais aucune enquête, aucune hypothèse, aussi ingénieuse soit-elle, n'a permis de retrouver le moindre indice tangible sur le destin de ce petit garçon. Et sur cette route de montagne, certains routiers affirment encore ressentir un frisson étrange en passant près de l'endroit du drame, comme si quelque chose s'était figé dans le temps, pour toujours. La ville de Gernika,
tristement célèbre pour avoir été bombardée pendant la guerre civile espagnole, porte déjà en elle une atmosphère de mémoire douloureuse. Mais au-delà de son histoire tragique, elle est aussi le théâtre d'un phénomène aussi discret qu'inquiétant, rapporté à plusieurs reprises entre les années 1990 et 2010, celui des doubles ou apparitions de soi. Tout commence de façon isolée. En 1993, une femme du quartier de San Cristobal, nommée Itziarem, dit avoir vu sa sœur jumelle sortir de leur immeuble, alors que sa sœur était en voyage à Madrid, confirmé par appel téléphonique quelques heures plus tard. Elle décrivit la silhouette, les vêtements, même la façon de marcher. Elle pensa d'abord à une hallucination. Mais 2 jours plus tard, un voisin lui dit avoir salué la même jumelle dans la cage d'escalier, pensant que les 2 sœurs étaient revenues ensemble. Elle n'était jamais rentrée. L'histoire aurait pu rester un cas isolé. Mais dans les années suivantes, plusieurs autres témoignages émergèrent dans des quartiers différents de Guernica. Des personnes affirmaient avoir vu un proche, un ami, ou même leur propre reflet dans un endroit où ils ne pouvaient pas être. Le phénomène ne suivait pas de logique apparente. Parfois, les doubles semblaient parfaitement normaux. Ils marchaient dans la rue, ouvraient une porte, montaient dans un bus. Mais ils ne répondaient jamais lorsqu'on les interpellait, ou disparaissaient à l'angle d'une rue sans laisser de traces. Le cas le plus troublant fut celui de Ravieri, un enseignant du secondaire. En 1998, alors qu'il sortait d'un café vers 18h, il vit une personne identique à lui-même passer de l'autre côté de la rue. Même manteau, même sac, même démarche. Pris de panique, il le suivit brièvement, mais la silhouette s'engouffra dans une ruelle, et lorsqu'il arriva à son tour, la rue était vide. Traumatisé, Ravieri en parla à ses collègues et consulta un médecin, pensant être victime d'un épisode dissociatif. Mais le phénomène se reproduisit 2 fois au cours des mois suivants. À chaque fois, le double apparaissait, à quelques mètres de lui, puis s'évanouissait. Des psychologues parlèrent d'autosuggestion, de troubles de la perception liés au stress, voire d'hallucinations visuelles collectives, un phénomène rare mais documenté dans certains cas. Mais ces explications furent contestées lorsque 2 femmes différentes virent Ravieri et son double en même temps, à 2 endroits opposés de la place du marché. Elles n'avaient aucun lien entre elles et rapportèrent la même description à 10 minutes d'intervalle. À partir des années 2000, le phénomène fut surnommé localement Los Dobles de Guernica et devint une sorte de légende urbaine. Certains évoquaient des expériences temporelles, d'autres parlaient de failles dimensionnelles ou de reflets de soi dans une réalité parallèle. Les plus mystiques disaient que ces doubles étaient des messagers, annonciateurs d'événements graves ou de transitions majeures dans la vie des témoins. Et en effet, plusieurs personnes rapportèrent que la vision de leur propre double avait été suivie de changements profonds, divorce, maladie, décès d'un proche. D'autres affirmèrent avoir ressenti une sorte de malaise intense, un sentiment de non-réalité pendant plusieurs jours. Les sceptiques rejettent ces récits comme des coïncidences, des erreurs d'identification ou des troubles anxieux. Mais les témoignages, eux, se recoupent avec une cohérence troublante, malgré leur diversité. Il n'y a pas eu de photos, pas de vidéos, mais beaucoup de récits directs, parfois consignés dans des journaux intimes ou des forums locaux. Entre 2001 et 2003, dans les collines boisées qui entourent la ville de Malaga, plusieurs habitants de villages périphériques, notamment Colmenar, Comar et certaines zones de la Sierra de las Nieves, commencèrent à rapporter des observations aussi terrifiantes qu'inexplicables, un oiseau gigantesque, noir, silencieux, planant au-dessus des forêts, parfois à basse altitude. Il ne s'agissait pas d'un vautour ou d'un rapace connu. Les témoins parlaient d'un animal d'une taille démesurée, aux ailes effilées, aux mouvements fluides, et surtout, à l'absence totale de bruit lorsqu'il volait. Le premier signalement sérieux fut fait par un couple de randonneurs, en mars 2001. En randonnée dans la Sierra de Almijara, ils affirmèrent avoir vu une ombre immense passer au-dessus d'eux, couvrant temporairement le soleil. Le plus étrange, selon leur dire, était l'absence de battement d'ailes. La créature volait comme un planeur, mais bien plus grande que n'importe quel oiseau local. Ils parlèrent d'une envergure estimée à plus de 5 mètres, et d'un corps noir mat, dépourvu de reflets. Quand ils levèrent les yeux, il était déjà trop tard, la forme avait disparu derrière une crête.
En avril, un berger rapporta un incident similaire. Au petit matin, en surveillant ses chèvres, il vit l'ombre de ce qu'il décrivit comme un démon volant s'abattre au sol. Aucune attaque, mais les bêtes se mirent à hurler et fuir, paniquées. Ce jour-là, selon lui, l'air s'était refroidi brutalement, et il avait senti une pression sur sa poitrine, comme si l'air devenait plus lourd à chaque battement d'aile invisible. Les mois suivants, les témoignages se multiplièrent, certains en pleine ville. À la périphérie de Malaga, une infirmière roulant de nuit sur la route M20 affirma avoir vu un immense oiseau survoler la route, en silence, avant de disparaître dans la pinède. Elle décrivit 2 yeux rougeâtres et un mouvement d'ailes si lent qu'il défiait la gravité. Aucun radar ne détecta quoi que ce soit ce soir-là. Mais un automobiliste, quelques minutes plus tard, appela la police pour signaler un objet volant non identifié au-dessus de la zone industrielle de San Julián. La Guardia Civile ouvrit une enquête informelle, pensant d'abord à un drone militaire ou à un engin expérimental. Mais rien ne fut trouvé. Aucun vol n'avait été autorisé dans la zone aux horaires concernés, et aucun appareil civil ou militaire ne correspondait à ces descriptions. On parla alors de cryptozoologie, certains comparant les témoignages à ceux du légendaire mothman américain. Un journaliste local, Manuel Rodriguez, consacra une série d'articles à l'affaire. Il réussit à collecter plus de 25 témoignages directs, souvent concordants, taille immense, vol silencieux, présence intimidante, et souvent un sentiment de terreur inexpliqué chez les témoins, comme si l'animal provoquait une réaction viscérale de rejet, ou même de panique. Un phénomène encore plus étrange fut signalé en juin 2002, 3 oiseaux domestiques, dans une volière d'un petit quartier résidentiel près de Torremolinos, furent retrouvés morts sans blessure apparente, mais avec tous les os fracturés de l'intérieur. Aucun prédateur, aucune intrusion. Les vétérinaires furent incapables de donner une explication cohérente. Le dernier témoignage officiel date de décembre 2003. Depuis, plus rien. Le phénomène s'est éteint comme il est apparu, laissant derrière lui un parfum d'inachevé. Était-ce une créature encore inconnue de la science? Un phénomène météorologique extrême? Ou quelque chose d'encore plus dérangeant? Certains parlent d'un être interdimensionnel, d'autres d'une manifestation collective inconsciente, un symbole du traumatisme ou de l'angoisse moderne. L'histoire commence en 1974, dans un quartier résidentiel tranquille de San Sebastián, au Pays Basque. Une famille ordinaire, les Echevarria, vivait dans un appartement modeste, au 5e étage d'un immeuble en périphérie de la ville. C'est là que grandissait Miquel, leur fils unique, un garçon de 9 ans, curieux, silencieux, d'un tempérament doux, que ses professeurs décrivaient comme intelligent mais profondément réservé. Un soir d'octobre, alors qu'un orage éclatait au-dessus de la ville, la mère de Miquel entra dans sa chambre pour le calmer. Il était assis en tailleur au centre de la pièce, les yeux grands ouverts, les poings serrés sur ses genoux. Elle s'apprêta à le prendre dans ses bras quand, soudain, la lampe de chevet explosa, projetant des éclats de verre contre le mur. La mère hurla, pensant à une surtension, mais tout le reste de l'appartement fonctionnait normalement. Ce fut le premier incident. Les jours suivants, d'autres objets commencèrent à se déplacer sans explication, des jouets tombaient des étagères alors que personne ne les touchait, des chaises glissaient de quelques centimètres, des cadres se mettaient à osciller. Au début, la famille croyait à des secousses ou à des courants d'air. Mais le phénomène se concentrait toujours autour de Miquel. Un matin, la mère le trouva en pleurs dans la cuisine, assis sur le sol, entouré de vaisselle brisée. Il n'avait rien touché, disait-il. Mais les assiettes s'étaient mises à trembler, puis à voler hors du placard. La rumeur commença à se répandre dans le quartier. Un prêtre local fut contacté, pensant à une possible influence démoniaque. Il rendit visite à la famille et, durant son entretien avec Miquel, un crucifix accroché au mur se décrocha brutalement et tomba à leurs pieds. Le prêtre, bouleversé, refusa de revenir. Alertés, des membres d'une équipe de parapsychologues de Madrid, spécialisés dans les cas de télékinésie infantile, se déplacèrent pour observer l'enfant. Pendant 3 jours, ils filmèrent, interrogèrent, mesurèrent. Ce qu'ils enregistrèrent dépassa leurs attentes,
des objets bougeaient légèrement autour de Michael, principalement lorsqu'il semblait stressé ou confus. Une lampe tourna sur elle-même, des stylos roulèrent seuls sur la table. Le garçon, lui, semblait terrifié par ce qu'il déclenchait, comme s'il ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Les chercheurs conclurent que Michael présentait des symptômes typiques de psychokinésie spontanée chez l'enfant, un phénomène extrêmement rare, souvent lié à des émotions refoulées ou à une forte tension psychologique. Mais ce qui rendait le cas unique, c'était la fréquence et la régularité des manifestations, ainsi que la gravité de certains épisodes. L'un des plus impressionnants eut lieu à l'école. Un jour de décembre, alors que Michael était moqué par d'autres élèves dans la cour, plusieurs vitres de la salle de classe explosèrent simultanément, sans choc ni projectile. L'enfant fut immédiatement renvoyé chez lui. L'école, effrayée, demanda son transfert. La famille Echevarria décida alors de quitter San Sebastián pour s'installer à Vitoria, espérant que l'isolement soulagerait leur fils. Peu à peu, les phénomènes diminuèrent, jusqu'à disparaître totalement. Michael, devenu adolescent, refusa de parler de cette période de sa vie. On raconte qu'il serait devenu bibliothécaire, discret, sans enfant, menant une vie anonyme. Mais certains membres de l'équipe de parapsychologues qui l'avaient étudié continuèrent à évoquer le cas Michael comme l'une des manifestations les plus crédibles de psychokinèse spontanée en Europe. Aucun trucage n'a jamais été découvert. Aucun trouble mental grave n'a été diagnostiqué chez l'enfant. Et tous les témoins, y compris sa propre famille, décrivent les faits avec la même précision glaçante. Aujourd'hui encore, les archives de ce dossier dorment dans les tiroirs d'un ancien laboratoire madrilène. Mais pour ceux qui y ont assisté, le regard sombre et perdu de Michael, au milieu des objets en mouvement, reste une image indélébile. Comme si, durant un court moment, cet enfant avait eu accès à une force que le monde ne comprend pas encore, et qu'il ne voulait surtout pas. Au cœur du quartier du Paral·lel, à Barcelone, connu autrefois pour son atmosphère de fête, de cabaret et de music hall, se dresse l'un des théâtres les plus emblématiques de la ville, le Teatre Apollo. Inauguré en 1904, ce lieu chargé d'histoire a vu défiler des générations d'artistes, de musiciens, de comédiens et de spectateurs. Mais derrière les rideaux rouges, sous les balcons sculptés et au fond des coulisses sombres, le théâtre cacherait des présences invisibles, qui ne sont jamais vraiment parties. Les premières rumeurs de phénomènes étranges remontent aux années 1950. À l'époque, certains machinistes affirmaient entendre des pas dans les couloirs techniques alors qu'ils étaient seuls. Des voix basses chantaient dans l'obscurité, toujours inaccessibles, toujours fuyantes. Des objets disparaissaient pour réapparaître dans d'autres pièces, sans explication. On parla d'abord de fatigue, de stress dû aux répétitions. Mais les incidents se répétèrent avec une constance troublante. Au fil des décennies, les témoignages se multiplièrent, et surtout, commencèrent à se recouper. Des comédiens racontèrent avoir vu, depuis la scène, un homme assis seul dans les balcons supérieurs, habillé à l'ancienne, les bras croisés. Mais à l'entracte, aucune place n'était occupée là-haut, et les portes d'accès étaient fermées à clé. Des costumières jurèrent avoir vu une femme vêtue de noir, le visage pâle et les yeux brillants, traverser le couloir des loges, puis disparaître en franchissant un mur. L'un des épisodes les plus marquants eut lieu en 1986, lors d'une répétition générale d'un opéra. Alors que la salle était vide, des applaudissements nets furent entendus, comme si un public invisible félicitait l'interprétation. Le directeur technique fit stopper la répétition, pensant qu'il s'agissait d'un canular. Mais les micros d'ambiance captèrent le son, bien réel, sans qu'aucun spectateur ne soit présent. On parle aussi du miroir du vestiaire numéro 4, qui, selon plusieurs actrices, se couvre de buée par endroits sans raison, et où certains disent avoir vu un visage apparaître derrière le leur, juste l'espace d'un battement de cœur. D'autres témoignent de pianos qui jouent seuls, de lumières qui s'allument et s'éteignent au milieu de la nuit, ou encore de voix murmurées dans les rideaux de scène, là où personne ne devrait se trouver. Un veilleur de nuit, resté fidèle au théâtre pendant plus de 30 ans, déclara en interview: « On s'y habitue. Ils ne sont pas méchants. Mais il faut les saluer, comme les anciens. S'ils sentent que tu les ignores, ils jouent avec toi.
Ils déplacent des choses. Ils font claquer les portes. Il parlait de ses présences avec respect, comme on le ferait de vieux collègues, encore là, mais passés de l'autre côté du rideau. Des historiens ont tenté de faire le lien entre ces phénomènes et les nombreux drames qui ont jalonné l'histoire du théâtre, artistes morts jeunes, suicides en coulisses, incendies, accidents de scène. Le titre Apollo, comme beaucoup de vieux lieux de spectacle, porte en lui des couches de mémoire, des émotions intenses, des tragédies silencieuses. Certains pensent que l'énergie accumulée en ces lieux crée une forme de rémanence, une boucle invisible de présence. Située sur la Costa del Sol, à l'ouest de Marbella, Estepona est une charmante ville côtière andalouse connue pour ses plages, son port et ses ruelles fleuries. Mais au large de ses côtes s'étend une portion de mer que les pêcheurs, les plaisanciers et les marins locaux évitaient autrefois discrètement, par tradition autant que par crainte. Cette zone forme un triangle maritime imaginaire entre Estepona, Marbella et le rocher de Gibraltar, et porte désormais un nom officieux, mais redouté par certains, le triangle d'Estepona. Les premiers récits remontent à l'après-guerre, dans les années 1950. Des pêcheurs de la région commencèrent à rapporter des pannes étranges de leurs équipements lorsqu'ils entraient dans cette portion de mer, compas qui tournoyaient sans raison, radios brouillées, moteurs calés sans explication mécanique. À l'époque, on mettait cela sur le compte de l'humidité, de la salinité, ou de la vétusté des embarcations. Mais les incidents se répétaient, souvent dans un même secteur, de forme triangulaire, à une vingtaine de kilomètres des côtes. Puis vinrent les disparitions. Entre 1966 et 1979, 4 petits bateaux de pêche furent portés disparus dans cette zone. Aucune trace de naufrage, aucun signal de détresse, aucun corps retrouvé. Le beau temps régnait à chaque fois, et les équipages étaient expérimentés. Le plus célèbre de ces cas est celui du San Antonio, un chalutier de 3 hommes, disparu en mai 1972. Le dernier contact radio était clair et calme. Moins de 15 minutes plus tard, silence absolu. Ni les gardes-côtes ni les hélicoptères ne retrouvèrent la moindre planche à la dérive. Dans les années 80, plusieurs plaisanciers rapportèrent avoir vu des lumières blanches ou orangées émerger de l'eau au crépuscule. Ces sphères lumineuses restaient visibles quelques secondes, avant de plonger ou de s'éteindre brutalement. Des plongeurs amateurs affirmaient ressentir une pression étrange au niveau des tempes et des trous de mémoire temporaire après certaines plongées dans cette zone. L'un des cas les plus troublants survint en 1995 lorsqu'un yacht privé, appartenant à un couple d'étrangers, signala à la marine espagnole avoir observé une colonne d'eau se soulever de manière verticale, comme si quelque chose de massif avait émergé sous leur bateau. Il n'y eut aucune vague, aucun vent, mais les instruments de bord cessèrent de fonctionner pendant plus de 10 minutes, puis redémarrèrent comme si de rien n'était. L'équipage, visiblement choqué, écourta son séjour et quitta le pays sans donner plus de détails. Certains scientifiques ont avancé des explications naturelles, anomalies magnétiques sous-marines, poches de gaz, ou encore des effets de vortex d'eau froide et chaude provoquant des illusions optiques. Mais aucune étude géophysique n'a jamais détecté de phénomène assez intense pour expliquer les pertes d'instruments ou les pannes soudaines et répétées dans cette zone. Dans les milieux ésotériques et ufologiques, le triangle d'Estepona est souvent comparé à son cousin célèbre, le triangle des Bermudes. Certains pensent que cette région dissimule un portail énergétique, une base sous-marine inconnue, voire un lieu de passage pour des entités non humaines. Une théorie persistante affirme que le fond marin de cette zone serait parsemé de structures rocheuses artificielles, observables uniquement avec des sonars de haute précision. L'Extremadura, région sauvage et peu peuplée de l'ouest de l'Espagne, est un territoire de forêts profondes, de collines rocheuses, de hameaux isolés et de nuits d'un silence absolu. C'est dans cette ambiance presque primitive que, dans les années 1990, commencèrent à surgir des récits inquiétants en provenance de plusieurs villages des provinces de Cáceres et Badajoz, des animaux de ferme retrouvés morts dans des conditions anormales, comme s'ils avaient été attaqués par une créature inconnue. Le phénomène débuta à La Habba, en mai 1997, lorsqu'un éleveur retrouva 4 chèvres mortes dans son enclos, sans aucune trace de lutte. Ce qui frappa immédiatement, c'était la présence de 2 perforations nettes au cou de chaque animal,
et le fait que leur corps avait été totalement vidé de leur sang, sans qu'aucune blessure interne n'ait été constatée. Aucun prédateur connu de la région, ni loup, ni chien errant, ni renard, ne tue ainsi. Au départ, les autorités vétérinaires parlèrent de piqûres d'insectes exagérées par la rumeur. Mais les morts continuèrent, semaine après semaine, dans d'autres villages, Magasla, Zafra, Don Benito. Toujours les mêmes signes, animaux morts en silence, sans désordre dans les enclos, pas de traces de morsures classiques, juste 2 trous parfaitement ronds, comme laissés par des aiguilles, et parfois une odeur métallique étrange dans l'air. Les médias locaux commencèrent à parler du Depredador desconocido. Mais ce fut une radio de Badajoz qui lança un terme venu tout droit d'Amérique latine, El Chupacabra. À cette époque, la créature faisait déjà peur dans plusieurs pays hispaniques, une bête mystérieuse, mi-reptile, mi-mammifère, censée se nourrir du sang des animaux sans laisser de traces. Le lien fut vite établi. Le climat se tendit. Des paysans commencèrent à monter la garde la nuit, apostèrent des caméras rudimentaires, à tendre des pièges. Une rumeur circula selon laquelle un fermier de Monesterio aurait vu, au crépuscule, une silhouette trapue, bossue, de la taille d'un enfant, aux yeux brillants, se glissant entre les herbes avant de disparaître dans un bosquet. Il tira en sa direction mais ne retrouva rien. Seulement des empreintes fines à 3 doigts, enfoncées dans la terre meuble. L'affaire prit de l'ampleur lorsqu'une équipe de télévision madrilène se rendit sur place pour un reportage. Ils interviewèrent des vétérinaires, qui confirmèrent que les décès des animaux n'étaient ni normaux ni compatibles avec un prédateur traditionnel. L'un d'eux déclara anonymement : « Il ne s'agit pas de morsures. Ce sont des ponctions. Comme si on leur avait aspiré la vie. » Les autorités restèrent prudentes, parlant de psychose rurale, d'une coïncidence exagérée par la peur collective. Mais les éleveurs, eux, n'en démordaient pas, quelque chose rôdait. Quelque chose de rapide, intelligent, silencieux. Et surtout, pas humain. À l'automne 1998, les attaques cessèrent aussi soudainement qu'elles avaient commencé. Aucun responsable ne fut jamais identifié. Aucune preuve matérielle, comme un corps ou un enregistrement clair, ne fut obtenue. Mais les archives vétérinaires des villages conservent encore les rapports d'autopsie de dizaines d'animaux morts dans des conditions jamais élucidées. Aujourd'hui encore, dans certains coins reculés d'Extremadura, les anciens parlent du chupacabra comme d'un fait réel. Ils évitent de sortir les bêtes après la tombée du jour. Et parfois, quand un animal disparaît dans la nuit sans un bruit, on n'accuse plus le loup. On dit simplement, à voix basse, presque avec résignation : « C'est lui. Il est revenu. » En 1931, l'Espagne était en pleine effervescence politique. La Deuxième République venait d'être proclamée, marquant une période de tension entre les courants laïques, socialistes et les institutions catholiques profondément enracinées dans la société. C'est dans ce contexte que, dans le petit village basque d'Esquioga, allait éclater un phénomène aussi déroutant que passionné, des apparitions mariales en série. Tout commença un soir d'été de juin, lorsqu'un frère et une sœur, Andrés et Antonia Bereciartua, âgés de 7 et 11 ans, affirmèrent avoir vu la Vierge Marie apparaître au sommet d'une colline à la sortie du village, près du cimetière. Ils décrivirent une femme lumineuse vêtue de blanc, les bras tendus vers le ciel. Ils dirent que la Vierge leur avait parlé d'événements sombres à venir pour l'Espagne, évoquant une grande guerre, des persécutions religieuses et des douleurs à venir pour ceux qui s'éloigneraient de Dieu. Au début, peu de gens les crurent. Mais dès le lendemain, des dizaines de personnes montèrent la colline pour prier. Très vite, d'autres affirmèrent avoir vu la même chose. En quelques jours, le phénomène prit de l'ampleur. Des centaines de fidèles, venus parfois de toute la région basque, affluaient vers Esquioga. Certains entraient en transe, tombaient à genoux, ou criaient des prophéties. Plusieurs affirmaient voir la Vierge en silence, d'autres l'entendaient leur parler dans leur esprit. Des stigmates commencèrent à apparaître sur certaines personnes. Il y eut des pleurs, des tremblements, des visions d'enfer et de fin du monde. Des dizaines de voyants autoproclamés émergèrent. Certains entraient dans des états de transe spectaculaires, avec les yeux révulsés et le corps rigide. Des enfants, des femmes,
des vieillards, le phénomène touchait toutes les couches de la population. Des curés locaux y virent un signe divin. Des groupes religieux commencèrent à organiser des processions, des veillées nocturnes, et même à bâtir un projet de sanctuaire. Mais tout le monde ne voyait pas cela d'un bon œil. Le nouveau gouvernement républicain, résolument laïque, considérait les événements d'Esquioga comme une menace pour l'ordre public. Il envoya la garde civile pour disperser les rassemblements. Certains voyants furent internés dans des hôpitaux psychiatriques. Les autorités religieuses elles-mêmes, embarrassées par l'ampleur du phénomène et la confusion qu'il engendrait, restèrent prudentes et finirent par se désolidariser des visionnaires. Un rapport médical rédigé par le psychiatre Gregorio Maranon conclut que le phénomène relevait de l'hystérie collective, alimentée par un climat religieux tendu et les troubles sociaux de l'époque. Mais beaucoup de fidèles restèrent convaincus que les apparitions étaient authentiques. Certains groupes continuèrent à se réunir en secret pendant des années. Certains des voyants prophétisèrent la guerre civile espagnole, qui éclata quelques années plus tard, ce qui renforça la foi de ceux qui les croyaient. Aujourd'hui, le sanctuaire n'a jamais été achevé, et l'Église catholique n'a jamais reconnu officiellement les apparitions d'Esquioga. Pourtant, l'endroit reste un lieu de mémoire. Des curieux, des chercheurs et des croyants s'y rendent encore, espérant ressentir l'écho mystique de ce qui s'y est produit. L'affaire d'Esquioga reste l'un des épisodes mystiques les plus marquants de l'Espagne moderne, mêlant foi, politique, psychologie de masse et mystère pur. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.